TGV Inouï ou Ouigo, Thalys, Eurostar, TER, Transilien, Intercité, Ouigo Train Classique, et j'en oublie certainement, SNCF, Trenitalia, Renfe, il faut bien l'avouer, pour le voyageur, prendre le train aujourd'hui ne ressemble plus tout à fait à l'expérience vécue quelques années en arrière seulement. Et sans vouloir vous affoler, cela ne devrait pas aller en s'arrangeant avec l'arrivée prochaine annoncée de nouveaux entrants sur le marché du transport ferroviaire français. Tout cela est la conséquence de réformes voulues de longue date qui ont d'abord affecté le transport de marchandises par le rail, mais dont les premières conséquences commencent à être bien visibles et ressenties par les voyageurs, qu'ils soient occasionnels ou réguliers, qu'il s'agisse pour eux de partir en week-end ou en vacances, ou d'aller travailler en prenant le train. Le paysage ferroviaire français, vous n'aurez pas manqué de le remarquer, est en pleine ébullition. Pour le meilleur selon les uns, le pire pour les autres, je ne vais pas chercher à trancher le débat aujourd'hui, simplement essayer de vous aider à y voir plus clair, parce que mieux connaître, mieux comprendre, et pourquoi pas finir par vous faire aimer le train, c'est quand même un peu, après tout, la vocation de cette chaîne. Alors bonjour, et bienvenue dans Aiguillage. Il y a tant à dire sur le sujet que je vais me contenter dans ce numéro de vous parler du transport de voyageurs. Il y a déjà eu sur cette chaîne, et il y aura dans les prochaines semaines, d'autres reportages consacrés à celui des marchandises que l'on appelle désormais fret. Jusqu'à récemment, les choses étaient relativement simples en France. Il existait une seule entreprise, la SNCF, Société nationale des chemins de fer français, qui a été créée le 1er janvier 1938 pour reprendre les activités de tout un ensemble de plus ou moins grosses entreprises privées, à peu près toutes en grande difficulté financière, mais qui avaient eu le mérite de construire la plupart des infrastructures ferroviaires sur lesquelles les trains hexagonaux roulent encore de nos jours. Cette nouvelle entreprise, à peine créée, doit par conséquent absorber une énorme dette, mais même si sa rentabilité importe peu puisqu'il s'agit d'un service public financé par l'État, celui-ci se soucie tout de même de cette situation et décide de la fermeture de très nombreuses lignes jugées économiquement non rentables, dans un contexte de forte concurrence avec la route. Dans les années 80, c'est la grande vitesse qui sauvera le train, comme je vous l'ai raconté dans la série de vidéos consacrée à la petite histoire du TGV. Mais le développement de ce nouveau réseau se fera au prix du creusement du déficit supporté par l'entreprise publique et au détriment de l'entretien des lignes secondaires. La nouvelle décennie qui s'ouvre alors marque la fin de la période qui avait commencé avec l'après-guerre et que l'on avait appelée les 30 Glorieuses. On entre alors dans une nouvelle ère marquée par des crises économiques qui se succèdent les unes après les autres. C'est dans ce contexte que l'Union européenne est créée sur les bases du traité de Maastricht en 1992. Les 27 pays qui la constituent s'engagent à une plus grande coopération dans tous les domaines, mais surtout à la limitation de leurs dettes respectives. Pour y parvenir, ils se lancent dans une politique de réforme de tous les secteurs d'activité organisés autour de services publics et dans leur mise en concurrence, espérant ainsi en limiter les coûts de fonctionnement. Dans le domaine ferroviaire en France, cela aboutit à la réforme de la SNCF et à l'arrivée de nouveaux opérateurs. Voie C, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. La SNCF n'est désormais plus une entreprise de service public, mais un groupe commercial qui doit veiller à équilibrer ses comptes et idéalement gagner de l'argent pour pouvoir continuer à investir dans le développement de ses activités. Pour faire simple, ce groupe est constitué d'une maison mère qui contrôle directement 5 filiales. SNCF Réseau, qui est chargé de l'entretien et du développement du réseau ferré national, les rails, les postes d'aiguillage, mais aussi les gares au travers de sa filiale SNCF Gares et Connexions. Rail Logistics Europe, qui chapeaute les activités de fret et de logistique du groupe. SNCF Voyageurs, qui assure la circulation des TGV, qu'ils soient Inouï, Ouigo, Eurostar, Thalys ou Lyria, des Intercités, des Transiliens et des TER. Géodis, qui offre des solutions de transport de fret et de logistique par les airs, la mer et la route. Et Keolis, qui gère des réseaux de trains à l'échelle urbaine ou régionale, mais aussi de bus, de tramway et de métro. Il en résulte que le groupe SNCF n'est plus qu'un prestataire parmi d'autres qui propose toute une gamme de services à différents clients potentiels et qui parfois a même toute liberté pour agir sur un marché totalement ouvert à la concurrence, ce que l'on appelle l'open access.
C'est le cas dans le domaine des trains à grande vitesse qui ne sont plus considérés comme un service public. Ces liaisons-là ne font par conséquent l'objet d'aucune subvention de la part de l'État ou d'une quelconque collectivité publique. Moyennant le paiement d'une redevance, SNCF Réseau donne accès aux lignes à grande vitesse dont il a la charge à toute entreprise qui en fait la demande, ayant obtenu au préalable les agréments nécessaires pour pouvoir y rouler. La SNCF met par conséquent en service sur ces lignes-là ces TGV qui sont, et de loin, très majoritairement les trains que l'on y croise. Parmi eux, on distingue les TGV Inouï, qui représentent le service le plus haut de gamme proposé par l'entreprise nationale, et Ouigo, qui, à contrario, est une offre de base, mais à bas coût. Sur la liaison à grande vitesse Paris-Lyon, la SNCF est désormais en concurrence avec Trenitalia, qui fait circuler ses Frecciarossa. Depuis cet été, les AVE trains à grande vitesse de la Renfe, l'entreprise nationale espagnole, empruntent régulièrement des portions des LGV Rhône-Alpes et Méditerranée, ainsi que l'intégralité de la ligne à grande vitesse reliant Perpignan à Figueras. À l'étranger, les TGV Inouï pénètrent depuis Paris en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne et en Italie. SNCF Voyageurs exploite via sa filiale Ouigo España à l'intérieur de l'Espagne plusieurs liaisons à grande vitesse calquées sur le modèle du Ouigo français, mais adaptées aux spécificités du pays. Les TGV qui y circulent comprennent ainsi un bar et une voiture de première classe, deux services qui n'existent pas dans les Ouigo circulant en France. SNCF Voyageurs est également actionnaire majoritaire de la société Eurostar, qui regroupe désormais les marques Eurostar et Thalys, pour exploiter des trains à grande vitesse vers Londres, Amsterdam, Bruxelles et Cologne, et de la société Lyria, qui fait circuler des trains à grande vitesse vers la Suisse. Côté entreprises étrangères, on prête à Trenitalia le projet d'établir une relation entre Paris, Bruxelles et Amsterdam, qui viendrait directement concurrencer les Eurostar, qui officient depuis de nombreuses années sur ces relations via la LGV Nord, et même un Paris-Berlin que la SNCF a également en projet. Quant à la Renfe, l'entreprise espagnole a aussi en point de mire la relation Paris-Lyon. Comme vous l'avez certainement remarqué, la concurrence à ce niveau-là ne se joue qu'entre des entreprises nationales déjà établies et issues d'anciens monopoles. Mais cela pourrait prochainement changer. Deux entreprises entièrement nouvelles ont en effet été constituées avec pour objectif de rouler sur le réseau de lignes à grande vitesse français. Il s'agit de Kevin Speed et de Le Train. La première souhaite proposer des rotations nombreuses entre des gares séparées par de moyennes distances, avec un prix très agressif autour de 3 € les 100 km. Les dessertes visées seraient, du moins pour commencer, Tours, Vendôme et Reims au départ de la capitale. Le matériel roulant envisagé n'est pas à ce jour connu. Il s'agirait peut-être de l'AGV d'Alstom, parce que la seule précision que l'entreprise a apportée, c'est qu'elle souhaitait des rames courtes à motorisation répartie. Quant à la seconde, son projet est centré sur le sud-ouest de la France. Elle souhaite proposer des liaisons entre des villes desservies par des TGV, mais qui supposent un passage par Paris. Elle compte par exemple permettre de rallier directement Nantes, Tours et Rennes à Bordeaux. L'entreprise a annoncé avoir passé commande à Talgo de 10 rames de type Avril. Deuxième type de marché sur lequel SNCF Voyageurs est très présente mais pourra se retrouver concurrencée dans un futur très proche, celui des trains express régionaux. Le modèle économique en vigueur ici est très différent du précédent. Il s'agit d'une délégation de services publics dont les régions sont l'autorité organisatrice. En clair, les conseils régionaux ont dans leurs attributions l'organisation des transports ferroviaires sur leur territoire. Ils définissent pour cela une enveloppe budgétaire et commandent à un prestataire qui était jusqu'ici exclusivement la SNCF la mise en circulation d'un certain nombre de trains. Ces collectivités territoriales payent un prix fixe pour le service rendu. Avec l'ouverture à la concurrence du transport régional de voyageurs, elles doivent maintenant organiser des appels d'offres avant de renouveler les contrats signés avec SNCF Voyageurs. Il est possible de diviser le marché en plusieurs lots, c'est-à-dire que plutôt que de proposer un seul contrat à un unique prestataire à l'échelle de la région, l'exploitation d'une ou plusieurs lignes peut être attribuée à une entreprise donnée, tandis que d'autres seront confiées à un prestataire distinct. C'est ainsi que dans la région PACA, qui a été la première à lancer une procédure pour l'attribution de ces lignes sous ce nouveau régime,
La liaison Marseille-Toulon-Nice a été attribuée à Transdev, tandis que les autres lignes autour de la ville de Nice resteront exploitées par la SNCF. Cette nouvelle organisation prendra forme dès mi-2025. Les lignes situées dans l'est de la Provence et les Alpes, et celles se déployant dans l'ouest de la région, seront placées dans 2 autres lots qui seront ouverts à la concurrence d'ici 2025 pour un début d'exploitation par le nouvel exploitant en 2029. A l'inverse, à l'issue d'un vote de son conseil régional ayant reçu 5 candidatures pour un lot de 9 lignes représentant le tiers de son réseau, la région Pays de la Loire a opté pour la proposition de SNCF Voyageurs qui créera, pour exploiter cet ensemble de lignes, une nouvelle filiale. La situation dans les autres régions est assez contrastée. L'échéance de l'obligation de libéraliser le réseau ferré régional étant fixée à l'horizon 2033, toutes ne se sont pas lancées aussi rapidement dans le processus. Auvergne-Rhône-Alpes a commencé à réfléchir à un découpage de son réseau en une demi-douzaine de lots. Bourgogne-Franche-Comté, qui semblait pourtant assez pressé de se lancer dans l'aventure, a finalement repoussé le lancement de cet appel d'offres pour plusieurs lots qui seront progressivement mis en concurrence entre 2027 et 2033. La Bretagne ne souhaite pas s'engager tant qu'elle n'y sera pas contrainte par la date dans une procédure de mise en concurrence et continue par conséquent de faire confiance à la SNCF. Centre-Val de Loire n'est pas non plus très pressé et a signé une convention l'alliant à l'opérateur historique jusqu'en 2031. La région Grand Est, en revanche, a avancé rapidement. Des appels d'offres ont été lancés. On devrait en connaître le résultat courant 2024. Les Hauts-de-France ont d'ores et déjà attribué un premier lot, l'Étoile d'Amiens, à la SNCF. Les autres seront mis en jeu pour une attribution entre 2026 et 2028. La Normandie a re-signé jusqu'en 2029 avec la même SNCF. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie ont profité d'une disposition leur permettant de renouveler avant la fin de 2023 une dernière fois leur convention avec SNCF Voyageurs sans avoir à mettre en place de procédure d'appel d'offres pour confirmer leur engagement avec l'opérateur historique et repousser l'échéance. Il est une région qui est un cas très particulier, il s'agit de l'Île-de-France. Le Transilien est une sorte de très gros TER à l'échelle de cette région qui est de loin la plus peuplée de toutes. Pour l'heure, il est exploité par la SNCF. Son autorité organisatrice s'appelle Île-de-France Mobilité. Pour le Transilien, l'ouverture à la concurrence est prévue entre 2023 et 2039. Elle se fera par lot, en commençant par des lignes de tram-train, avant de concerner les lignes J et L en 2024, N, U et R en 2025, P et le RER-E en 2026, H et K en 2027, le RER-D en 2031 et le RER-C en 2032. Et pour circuler d'une région à une autre sans prendre le TGV, il existe les TET ou trains d'équilibre du territoire. On les appelle aussi intercités, qu'ils soient de jour ou de nuit. Ces circulations entrent également dans le champ de délégation de services publics, mais leur autorité organisatrice est l'État. Enfin, sauf pour 2 lignes qui ont d'ores et déjà été rétrocédées à la région Normandie, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg. Le Conseil régional de Normandie a indiqué que leur libéralisation ne serait pas une priorité pour lui. Les lignes concernées sont, pour les trains de jour, Béziers-Clermont-Ferrand, Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye, Bordeaux-Toulouse-Marseille, Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Pour les trains de nuit, Paris-Toulouse, Paris-Rodez, Paris-La Tour-de-Carol, Paris-Cerbère, Paris-Lourdes, Paris-Briançon et Paris-Nice. L'État a la possibilité de faire le choix de rétrocéder ces lignes aux régions qu'elles traversent ou de préparer lui-même leur mise en concurrence qui, dans ce cas, serait organisée par lot entre fin 2026 et fin 2029, sachant qu'une première tentative de lancement d'un appel d'offres concernant les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon s'était révélée infructueux en 2020. Aucun autre candidat que la SNCF n'ayant répondu. Signalons que depuis, un nouvel entrant s'est manifesté sur le créneau des trains de nuit. Il s'agit de l'entreprise Midnight Train qui souhaite opérer de véritables hôtels sur rail comprenant voitures-restaurants et voitures-bars. Enfin, dernier type de train, ceux circulant en open access mais en dehors des lignes à grande vitesse.
Dans cette catégorie-là joue Oslo et un quatrième nouvel entrant potentiel. Oslo est une autre filiale de SNCF Voyageurs, et outre le jeu de mots faisant immanquablement penser à la capitale de la Norvège et à Slo qui veut dire lent, cet acronyme signifie offre de services librement organisée, ce qui fait directement référence au régime de l'open access. Autrement dit, un marché sur lequel on s'engage sans pouvoir espérer de subventions en l'échange de la réalisation d'une mission de service public. Oslo est l'entreprise qui exploite les Ouigo trains classiques. Le principe, des trains ne proposant qu'une seule classe de confort, la seconde, et empruntant le chemin des écoliers, délaissant les liaisons à grande vitesse qui existent en parallèle. Ce service est assuré par d'anciennes rames de type train corail, sommairement rénovées, et est proposé entre Paris et Lyon, Paris et Nantes, en attendant Lille, Bruxelles, Rennes, Bordeaux et Marseille, car la formule se révèle être un succès. Quant au nouvel quatrième entrant potentiel, connu à ce jour, il s'agit de Raikop, autrement dit un petit pousset dans ce monde jusque-là réservé aux grandes entreprises ferroviaires. Difficile de vous dire grand-chose à cette date à son propos, étant donné que cette entreprise passe actuellement par de grosses difficultés financières et que son avenir va se jouer dans les toutes prochaines semaines. L'idée de Raikop était de faire circuler des trains sur des lignes délaissées par la SNCF, donc l'État, rappelons-le, et en particulier de faire revivre la relation Bordeaux-Lyon par le Massif central. Après avoir tenté de faire circuler des trains de fret en région Occitanie, un service qui s'est avéré fortement déficitaire, qu'elle a dû stopper pour arrêter l'hémorragie, elle a décidé depuis de se recentrer sur son activité de transport de voyageurs. Si l'entreprise arrive à sortir de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve actuellement, elle pourrait lancer, mais probablement pas bien avant la fin de 2024, cette première relation. Et vous, êtes-vous à l'aise avec tous ces changements en cours dans le monde ferroviaire ? Avez-vous tendance à penser qu'ils se font pour le meilleur ou qu'ils présagent le pire ? Vous pouvez me faire part de vos remarques en commentaire. Et en attendant que je développe le sujet du fret ferroviaire sur cette chaîne dans les prochaines semaines, je vous propose de regarder ce reportage qui est consacré à une relation assurée par Captrain, une filiale de la SNCF, sur la ligne des Cévennes et qui vous en donnera un avant